Lucas, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir ici, dans les locaux du HAC, le plus vieux club français. Effectivement, le pionnier, oui. Le pionnier, ouais, c'était ça. C'est les Anglais qui ont commencé, qui sont venus s'installer ici. Ah, bon, j'ai toute une série de questions. L'idée, c'était de se dire, tu es de nationalité slovène, tu es un entraîneur qu'on appelle étranger. Je vais mettre quelques limites parce que tu es né en France quand même. Non, je ne suis pas né en France. Tu n'es pas né en Slovénie, France, mais arrivé assez tôt, oui. Voilà. Donc, dans un premier temps, je veux dire, qui tu es exactement? C'est la première question. Elle est large. Je suis passionnément un entraîneur de football. J'ai vécu et grandi dans un environnement lié au football toute ma vie parce que mon papa était ancien joueur professionnel. Je suis né en Slovénie, mais je suis arrivé à l'âge de 5 ans à Nice, justement pour suivre mon père qui avait signé à l'OGC Nice. Et donc j'ai fait toute mon éducation en France. J'ai passé également une maîtrise en entraînement sportif à l'université de Nice, Sophia Antipolis, avec comme objectif constamment dans ma vie de travailler dans le sport. Et donc voilà, j'ai tout fait pour arriver dans ce registre-là. J'ai fait une petite carrière assez modeste de joueur professionnel en Slovénie après mes études, mais tous les chemins me ramenaient à l'entraînement et donc j'ai passé ensuite les diplômes nécessaires et j'ai basculé à partir de 31 ans vers la carrière d'entraîneur. Tu as commencé tôt, mais tes diplômes, tu les as passés où? Alors j'ai passé une partie les premiers diplômes pour être éducateur des jeunes, je les ai passés en France et ensuite j'ai fait le reste, notamment l'UEFA Pro en Slovénie. D'accord. Et ça, tu as fait ça, tu avais quel âge déjà? Je l'ai passé l'UEFA Pro en 2015. Je suis né en 82. Donc c'était, j'avais, bonne question, ça fait, j'avais, bonne question, ça fait 7 ans, j'avais 33 ans, voilà. 33 ans, ouais. Oui, ce qui est tôt quand même pour se lancer dans la carrière. Oui, j'ai arrêté ma carrière de footballeur à 31 ans, justement par cette volonté de rentrer le plus tôt possible dans le monde de l'entraînement. J'avais une opportunité aussi de passer entraîneur adjoint assez rapidement à la fin de ma carrière dans le club où j'ai passé une douzaine d'années en Slovénie. Et donc l'opportunité a fait cette volonté également de... Quand tu appelles l'opportunité, c'est quoi? Parce que tu as fait un diplôme dans la préparation athlétique. Oui. C'est ça. Tu n'étais pas entraîneur. Comment l'opportunité, tu dis, de devenir entraîneur, c'était quoi exactement? En tout cas, la maîtrise en entraînement sportif, c'est quelque chose d'assez large qui va toucher plusieurs aspects, notamment la préparation athlétique. Mais l'opportunité, elle est venue au fur et à mesure que je me rapprochais de la fin de la carrière en tant que joueur. Par le fait que j'étais dans un club qui avait vocation à me donner la possibilité de devenir entraîneur. Je pense que les dirigeants l'avaient un peu ressenti. Et au fil des discussions, ils m'ont, à l'âge de 31 ans, proposé le poste d'entraîneur adjoint. Mais en amont, j'avais déjà commencé à travailler sur les diplômes parce que j'ai cette fibre et cette passion depuis tous mes débuts. Avant de rentrer en Slovénie, durant ma période étudiante, j'entraînais les U9 et les U10 à Cannes-sur-Mer. Donc c'est parti déjà très tôt, cette envie d'être entraîneur. Et donc elle m'a suivi tout au long de ma carrière de joueur. Et j'ai fait les efforts nécessaires au niveau de l'éducation pour pouvoir me donner les moyens d'y rentrer assez tôt. Est-ce que tu dirais que c'est l'influence de ton père, qui était un ancien footballeur, qui fait que tu étais baigné, tu étais à l'intérieur déjà du modèle du foot, qui t'a amené, ou t'as imaginé pouvoir faire autre chose ou pas? Non, j'ai toujours imaginé travailler dans le foot, mais par contre la fibre entraîneur, je pense que je l'ai prise du côté de mon grand-père, qui était un grand entraîneur, qui a été sélectionneur de l'équipe d'Autriche dans les années 70-80, qui a été une des premières personnes à réorganiser le football slovène au niveau fédération après l'indépendance en 91. Donc il a été président de la fédération slovène de football. Et donc c'est au fil des discussions avec lui, de mon vécu avec lui,
que cette passion a peut-être trouvé ancrage. Oui, donc tu es d'une filière Oui. footballistique. Plusieurs générations. De plusieurs générations. C'est pas tombé comme ça. Non, c'est pas tombé au hasard. du jour au lendemain. Mon petit frère a été footballeur professionnel d'un bon niveau également, notamment champion de Pologne en 2012. J'ai mon oncle qui travaille jusqu'à récemment. Il a pris sa retraite à la fédération slovène au niveau de la formation des entraîneurs. Donc effectivement, toute la famille Elsner est dans le football depuis plusieurs générations. Oui, tu me parlais de ça, de ton grand-père qui avait fait en Autriche. Quel lien tu as avec l'Autriche? J'ai un lien. Déjà, nous sommes au niveau géographique frontalier. J'ai moi joué une saison en Autriche dans la première division autrichienne. Mais mon grand-père a coaché des équipes autrichiennes plusieurs fois durant plusieurs périodes. Et donc, nous allions constamment rendre visite à Vienne c'était, je crois, Salzbourg, où il se situait. À Innsbruck, pardon. Et du coup, nous avions constamment des contacts. Quand j'étais petit, mon père a également joué une année en Autriche, à l'Admira Wacker, qui était à Vienne. Donc, il y a un lien d'opportunité qui s'est créé. Donc, tu as voyagé, Beaucoup voyagé, oui, quand j'étais jeune, suivre la famille, et puis après de moi-même également, et depuis que je suis entraîneur, j'ai beaucoup voyagé également. Là, tu t'es un peu posé, tu es arrivé en France. Comment tu es arrivé à être entraîneur en France? Alors, je suis, après mes débuts en Slovénie d'entraîneur, j'ai fait une première sortie à l'étranger à Chypre, en première division. Et à la suite de cette saison-là, j'ai eu un appel du conglomérat Brighton qui reprenait une équipe en Belgique, à l'Union Saint-Gilloise plus exactement, à Bruxelles. Et donc je me suis retrouvé à coacher cette équipe en deuxième division belge, je crois que ça devait être en 2018, pendant une saison. La saison s'est très bien passée et le directeur sportif de l'Amiens, du club d'Amiens est venu me rencontrer, qui était John Williams, qui l'est d'ailleurs toujours. Et voilà, les liens se sont noués et il m'a donné l'opportunité de venir. Je veux dire, ça s'est fait comme ça parce qu'eux sont venus te contacter. Oui. C'est pas un agent qui a appelé, qui a. Non. Je pense que si je me rappelle l'histoire, c'est plutôt il a dû venir voir un joueur particulier qui l'intéressait et puis à suivre quelques matchs. Et je pense que c'est là où l'idée a pu naître. Mais ça s'est fait, oui, plutôt sur le côté purement sportif. Nous, il y a une question qui nous intéresse et qui intéresse, je pense, beaucoup d'entraîneurs. C'est l'apport de ce que tu as vécu à l'étranger pour le transposer en France ou pour entraîner en France. On sait que les entraînements se ressemblent, mais il y a des particularités. Qu'est-ce qui a été important que tu as appris dans tes postes à l'étranger pour pouvoir entraîner en France? Je pense que se confronter à beaucoup de cultures différentes, que ce soit dans la manière d'organiser les clubs et de les structurer, et puis de se confronter à plein d'origines différentes au niveau des joueurs et de nationalités différentes, je pense que ça facilite l'adaptation au quotidien. Le côté empathique qui est nécessaire pour un entraîneur, c'est de comprendre finalement les gens. Plus on comprend les gens, plus on a de leviers sur lesquels on peut jouer pour les garder motivés, pour créer du bien-être et puis aussi leur transmettre des compétences. Et je pense qu'avoir eu l'opportunité de voyager, de connaître beaucoup de situations différentes, me donne aujourd'hui une facilité dans ma gestion quotidienne et dans la compréhension des gens avec lesquels je travaille, parce que les footballeurs ne sont pas des robots, ce n'est pas des machines, et il faut avoir un ressenti et une capacité de ressentir un petit peu les choses et pour les amener dans la bonne direction. Donc ça, voilà, j'ai vraiment connu des situations très bien organisées, comme des situations vraiment catastrophiques au niveau des infrastructures, de l'organisation d'un club, et où dans certaines situations, il fallait partir vraiment de zéro et tout reformer. Et avoir eu cette capacité, voilà, dans des situations assez tendues et complexes, de générer quelque chose, ça me permet aujourd'hui de comprendre les différentes compétences, les différents postes, et de pouvoir, voilà, manager un petit peu l'équipe qui travaille avec moi,
et de leur faciliter leur expertise. Mais ce n'est pas toujours facile à l'étranger parce qu'il faut constamment faire ses preuves. Mais cette capacité d'adaptation que j'ai eue assez tôt dans ma vie, je pense qu'elle est un avantage aujourd'hui. Tu n'as pas été confronté au problème de la langue dans les différents clubs où tu étais? Non, pas trop, parce que j'ai eu la chance. Chypre. À Chypre, on parlait beaucoup anglais. C'est une ancienne, en tout cas, soit c'est une colonie anglaise, ou en tout cas, il y a eu une grosse présence anglaise sur place, donc l'anglais ne pose pas problème. Et donc, au niveau communication, ça a toujours été à peu près correct. Par contre, c'est comprendre comment les gens fonctionnent. C'est pas partout pareil. C'est vrai qu'il y a, voilà, à Chypre, on travaille différemment qu'en Belgique notamment. Le temps n'est pas le même. La nécessité de structure n'est pas la même, mais il faut comprendre. Quand tu dis on travaille différemment, c'est quoi? Les horaires sont différents, l'approche vis-à-vis de l'intensité au travail n'est pas la même. Je donne un exemple, en Belgique flamande, par exemple, le travail, travailler à fond, c'est une valeur qui est normale et fondamentale. Dans d'autres contrées, peut-être que la créativité et prendre son temps pour réaliser correctement les choses, c'est quelque chose qui est plus marqué. Et puis le type de football que l'on rencontre et les attentes des gens ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des clubs ou des endroits ou des cultures où il faut très bien jouer au football et que c'est important. Il y a d'autres cultures où il faut juste gagner et se donner à fond et mouiller le maillot. Et voilà, être confronté à ces différentes choses-là, c'est intéressant. Et pour toi, la culture en France, c'est quoi? Tu as fait Amiens et maintenant le Havre. Pour moi, je trouve que la culture en France, elle est orientée stratégie. Je trouve que la France a de très grands stratèges constamment. Quand on se confronte à des entraîneurs français, ce qui moi ressort, c'est la qualité de la stratégie. C'est qu'il y a toujours une manière de réfléchir pragmatique pour gagner des matchs. Et que finalement, cette stratégie globale, elle s'imprime, elle devient réalité par des petits détails, par des petits ajustements. Mais il y a ce gros côté, je prépare un plan de match bien travaillé. Après, au-delà de ça, il y a des compétences et des talents qui ont été travaillés et façonnés. Donc il y a beaucoup de qualités. Mais ce que moi je retiens, c'est en ayant travaillé en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est le côté stratagème. Tu n'avais pas ce sentiment-là en Belgique, en Slovénie ou à Chypre? Non, beaucoup moins. Non. Beaucoup moins. C'était plus lié aux qualités des joueurs. Plutôt, et puis il y avait du coaching, mais partir du constat, il faut que je gagne le match, et pour gagner le match, il me faut ce type de stratégie face à cet adversaire-là. Et cette qualité de s'adapter à la situation, je l'ai retrouvée, je la trouve vraiment forte en France. Donc, qu'est-ce que toi, tu as amené quand tu es arrivé à Amiens? Moi, j'ai amené peut-être aussi un peu ma naïveté. Arriver avec des considérations, un objectif global, d'amener un football qui soit pétillant, de la fraîcheur, de quelque chose qui soit sympa à voir. Et puis, je me confronte rapidement à la qualité des stratèges en face qui ne sont pas là pour rigoler. Et ça m'a tout de suite fait basculer en moi. Ça, c'est vraiment le haut niveau et c'est le haut niveau français. Il n'y a pas de place pour l'erreur parce que les gens en face sont très très bien préparés. Donc, ta naïveté, tu l'as transformée comment? Elle transforme parce que tu prends quelques coups, tu vois qu'il faut faire attention à ne pas être trop rêveur. Et puis surtout, il faut très bien préparer en amont les matchs, les adapter vis-à-vis de l'adversaire. Et on peut effectivement avoir un fil rouge à soi, mais il faut penser sur un plan global et une approche stratégique. C'est des choses que j'avais peut-être pas avant, en tout cas pas autant que ça. C'est-à-dire que que ce soit en Belgique ou en Slovénie, tu n'as pas le sentiment qu'on fait en se disant on pose les problèmes de l'adversaire. Quelles sont les compétences et les qualités de l'adversaire? Je pense que moins fort, oui, moins fort. Je pense qu'il y a une préparation détaillée qui est moins forte vis-à-vis de l'adversaire. Alors il y a d'autres qualités, mais gagner un match en France face à des entraîneurs français, ça nécessite un gros travail en amont de préparation et une logique presque comme dans les échecs, à savoir quel coup l'adversaire est capable de préparer pour pouvoir y répondre.
Et donc, il y a beaucoup de travail à faire en amont et il y a un gros travail de réflexion à mener avec le staff pour pouvoir gagner ces matchs-là. Tu as un diplôme, je veux dire, préparateur dans la préparation athlétique, donc tu dois travailler, insister beaucoup plus que d'autres sur cet aspect-là. Comment tu mets ça en place? En fait, tes exigences à ce niveau-là, elles sont certainement hautes. Là où je dirais que j'ai un avantage d'avoir ce diplôme-là, c'est qu'en fait, ça me permet de comprendre ce que nos préparateurs athlétiques ont mis en place et de guider la manière de faire et de bien saisir les nuances et de pouvoir construire les plans de séance et les plans hebdomadaires avec une vraie compréhension des mécanismes qui permettent aux joueurs d'être suffisamment prêts pour répondre aux critères et aux modèles de jeu. Ça me donne aussi la capacité de déléguer et d'avoir confiance en mon staff parce que justement j'ai une connaissance, on va dire, de ces éléments-là, et comme on est sur la même philosophie, la même vision, je délègue avec confiance. Thomas Joubert, qui est mon responsable performance, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des années à la fac. On était ensemble à la fac de Nice. Donc il y a un vrai sentiment de confiance qui est présent aujourd'hui. Par contre, je considère que c'est un domaine essentiel de la préparation d'une équipe. C'est que les garçons doivent être capables au niveau athlétique de répondre aux demandes de notre modèle de jeu. Et s'ils ne le sont pas capables, en fait, tout le reste va être un gros souci. Et mettre en place les circuits qui nous permettent de sortir les ballons, mettre en place un pressing haut parce qu'on veut faire ça dans notre modèle de jeu. Si on n'a pas les ressources de base, ça devient très compliqué. Donc c'est important. Je résume juste, parce qu'on a beaucoup d'entraîneurs qui sont toujours intéressés par la manière de faire des autres. Je veux dire que tu nous dis que déjà tu parles l'anglais, le slovène, l'allemand un peu. L'allemand un petit peu, j'ai passé quelques années. Je parle couramment italien. Le slovène en soi, à part en Slovénie, ça m'aide pas beaucoup. Et que ça te donne, c'est pas le fait de parler des langues, mais ça te donne la capacité à comprendre des comportements, des attitudes, des manières de fonctionner différentes et de différentes cultures. Oui. C'est important. Oui, la langue permet de communiquer, mais aussi en l'ayant apprise, je pense qu'on peut, en les ayant apprises, on comprend aussi un petit peu la culture fondamentale et la manière de réfléchir des gens. Donc c'est tout le processus finalement qui permet de comprendre les personnes. Ça c'est le premier truc que tu nous dis. Et le deuxième, c'est que sur l'essentiel de socle de travail athlétique, tu as suffisamment de compétences pour traiter d'égal à égal avec le préparateur athlétique, avec les gens, pour pouvoir déléguer, justement, mais ça part sur un socle de connaissances nécessaires. C'est pour le dire pour les entraîneurs. Je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est important parce que l'entraîneur, finalement, il a plein de domaines de compétences autour de lui. Et je pense que c'est un avantage dans chacun de ces domaines d'avoir une connaissance de base qui permet de comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, en fait, on peut rapidement savoir si la personne qu'on a mis en place dans ce domaine-là est compétente ou pas. Et du coup, c'est plus facile de déléguer quand quelqu'un sait ce qu'il fait, parce que nous, on a cette capacité à comprendre. S'il y a des domaines où tu ne comprends absolument rien, eh bien, au final, on va peut-être déléguer des choses, mais on ne sait pas si le travail est bien réalisé. Et moi, je suis à l'aise que quand je sais que le travail accompli dans un certain domaine va être de très bonne qualité. Et je ne peux le savoir que si je comprends le domaine. Donc, effectivement, il faut avoir une palette très large de connaissances, pas forcément complètement experte, mais au moins les bases théoriques, parce que ça permet de travailler au quotidien correctement. Et je pense que ça permet de bien choisir les gens avec qui on bosse. Ça, c'est essentiel. Toujours dans ce registre-là de l'entraînement, comment tu construis ta semaine? Tu l'as fait, tu as un programme sur un mois, 3 mois, je veux dire, quand tu as attaqué la saison, par exemple, là, tu arrivais, tu pars sur quelle base? Tu te dis, je vais faire quoi? Alors, la préparation est un petit peu différente parce que la préparation, j'essaie de la cibler sur toute la préparation et d'avoir structuré semaine par semaine quel thème tactique on allait aborder. Mais par contre, le travail dans la saison, je la base
on va dire sur 2 semaines, sur des cycles de 2 semaines, où on va avoir des thèmes fil rouge qui concernent notre modèle de jeu et qui vont être récurrents. Donc il y a des choses, des principes qu'on va retravailler de manière récurrente, peu importe l'adversaire. Et puis il y a des thèmes qui vont s'adapter constamment à ce que l'adversaire va nous proposer. C'est pour ça que l'analyse du jeu et le poste d'analyste pour moi est très important, parce qu'il va nous donner les clés en amont pour pouvoir moi construire les 2 semaines qui viennent. Quels sont les éléments qu'on va devoir travailler par rapport à l'adversaire, quels sont les éléments dans notre jeu qui ne sont pas suffisamment au niveau et qu'il va falloir rebosser. Et je mets tout ça dans la trame de la semaine qui est plus ou moins tout le temps la même, c'est-à-dire qu'à J-5, J-4, J-3, J-2, on a construit une trame dans laquelle on va intégrer ces différents éléments. Mais je sais à quel moment de la semaine je vais pouvoir intégrer des types de situations, des jeux qui vont correspondre à ce que j'ai besoin. Mais je travaille au maximum sur 2 semaines, pas plus loin, parce que comme je l'ai dit en amont, il y a une vraie nécessité de se préparer match par match au plan de jeu que l'on va rencontrer. Et du coup, avoir quelque chose de trop long m'enlèverait cette capacité d'adaptation. Mais sur l'aspect tactique, je suis d'accord, mais sur l'aspect athlétique, parce que pour imposer, comme tu le dis à juste titre, le pressing, il faut être bien physiquement. Oui. Les équipes qui rêvent et qui croient qu'ils vont faire du pressing sans être bien physiquement vont passer à travers. Donc ça, c'est une programmation qui est un peu plus longue. Ah, ça, je suis d'accord. Ah, oui. On a une trame de semaine qui va se ressembler plus ou moins chaque semaine, avec des moments de grosse intensité et de gros volume et des moments de gestion. Là où on a un avantage, et c'est ce qui nous permet de calibrer chaque semaine de manière un petit peu plus précise, c'est qu'on suit 16 marqueurs perceptifs chez les joueurs. Donc on va récupérer après chaque séance des données qui vont nous renvoyer par des questionnaires qui concernent l'impact musculaire, l'impact cardiaque, la fatigue, le sommeil et tous ces éléments-là qu'on récolte, qu'on traite au niveau statistique. On a Stéphane Morin qui est à l'Université de Nantes qui chapeaute un petit peu le tout et qui nous donne les indications et les éléments statistiques pour bien suivre l'évolution de nos joueurs. Et c'est sur ces bases-là qu'on va adapter finalement nos contenus et notre travail hebdomadaire. Mais on a par contre, on sait exactement ce qu'on fait en J-4 l'après-midi, en J-2 où on double également. On sait à quel moment on place les intensités et ça c'est structuré pour au moins 3 ou 4 semaines en amont. Oui. Tu viens de me dire, à J-2, tu doubles les séances. Oui, on a une particularité, c'est qu'on double presque constamment à J-4 et à J-2. Donc tu sais que ça, c'est pas dans la culture française. J'ai changé ce modèle-là avec l'arrivée de Thomas Joubert, qui m'a amené cette idée. Pourquoi elle est intéressante pour moi? Et c'est vrai que j'étais un petit peu sceptique au début. C'est pas quelque chose que tu as découvert à l'étranger? Non. Alors c'est un modèle qui existe en Hollande, aux Pays-Bas. J'ai pu le retrouver aussi en Allemagne un petit peu. Mais c'est fondamentalement un modèle qui est pas commun. Là où moi j'y trouve un avantage majeur, c'est la durée passée sur le terrain. On double J-2, on double J-4 et on fait ça sur terrain. Donc ça me donne énormément d'heures passées sur le terrain. C'est un modèle qu'on peut appliquer parce qu'on a un groupe très jeune qui est capable d'encaisser beaucoup d'intensité et de gros volumes. Mais ça me donne un avantage majeur sur le côté combien de temps on passe en séance, combien de contenu je peux appliquer pour l'adaptation à l'adversaire, pour le travail des coups de pied arrêtés et pour nos principes de jeu. Et aujourd'hui, pour l'instant, sur le côté athlétique et sur le côté technico-tactique, on tient. Alors, est-ce que la charge mentale de ce travail-là passé sur le terrain au fur et à mesure de la saison va jouer un rôle? On verra, on essaiera de s'adapter. Mais l'intérêt d'avoir ces marqueurs perceptifs, c'est qu'on va pouvoir réguler à partir du moment où on voit qu'il y aura une dérive. C'est-à-dire que là, tu peux intervenir et faire du travail individuel. Oui, on peut mettre au repos, on peut réindividualiser, on peut adapter certains contenus par rapport à certains joueurs parce qu'on y verra une dérive, que ce soit au niveau des émotions, au niveau de la vie personnelle ou au niveau simplement de la manière d'encaisser les charges. Ce J-2 qui m'intéresse, l'intensité, c'est des moments, c'est des volumes courts avec une intensité qui, au moins sur une des 2 séances, soit suffisamment haute. On va, par exemple, en J-2 l'après-midi, on va retrouver du 11 contre 11
sur 2 fois 9 minutes par exemple, qui ne sera peut-être pas sur tout terrain, mais on va jouer et on va travailler des aspects d'adaptation à l'adversaire en situation pratiquement de match, mais sur des périodes très courtes. Comment tu travailles avec l'analyste vidéo ouais. C'est une programmation match après match, tu fais des vidéos de retour d'après-match. Le temps que tu y passes, c'est quoi? C'est un élément vraiment essentiel de notre travail. Alors on a 2 types d'orientation. On n'a pas vraiment une analyse vidéo, c'est plutôt un analyste du jeu parce qu'il sort des rapports qui peuvent être data et il sort des rapports de vidéo. On a l'avantage d'avoir quelqu'un qui est Clément Gonin qui est spécialiste dans l'analyse du jeu vidéo. Et puis Julien Maumont qui travaille autour de la data, donc ils sont très complémentaires les deux. Juste une interrogation, oui. Ils ont un diplôme d'entraîneur ou pas? Julien Maumont, non, c'est parce qu'il vient du monde du journalisme sportif. Clément, c'est une bonne question. Je ne pense pas, par contre il a un diplôme spécialisé dans l'analyse du jeu et de l'analyse vidéo qu'il a passé en Angleterre, je crois. Mais il faudrait que je revérifie avec lui effectivement s'il a un diplôme d'entraîneur français. Par contre, ce qu'il est sûr, c'est qu'il a une compétence et une qualité de reconnaissance des situations tactiques. C'est pas juste un monteur qui va sélectionner des images. Oui, mais comment tu fonctionnes? C'est toi qui lui dis montre-moi ça, ou c'est lui qui t'amène les éléments? Il le fait tout seul ou tu le fais avec lui? Alors on va partir comme ça. Notre trame, c'est on reçoit d'abord un rapport de l'adversaire une semaine avant de les jouer en data. Donc on reçoit les éléments statistiques de leur jeu de manière assez poussée, adaptée un petit peu en fonction de ce que l'on cherche. Ensuite, on va avoir très rapidement au début de la semaine une réunion tous ensemble avec le staff technique. On va se poser sur les images sélectionnées par notre analyste avec des thèmes déjà prédécoupés par lui dans ce qu'il a déjà remarqué. Et on va tous se poser, on va affiner et filtrer et sélectionner finalement les gros thèmes sur lesquels on va travailler ensemble. Mais le déchiffrage au départ se fait par l'analyste lui-même. Maintenant, comme on a un modèle de jeu bien précis et des principes de fonctionnement précis, il va essayer constamment de faire son analyse aux yeux de nos éléments à nous. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de presser haut, comment notre pressing va pouvoir s'adapter à cet adversaire-là. Donc il va ressortir ces images-là, on déchiffre ensemble, on sélectionne ensemble, et ensuite on va donner ça aux joueurs chaque jour un petit peu. Donc on va faire tous les jours un peu d'analyse vidéo de l'adversaire par petits morceaux de 5-6 minutes. Tu fais ça avant l'entraînement? Je fais ça avant l'entraînement, juste après le petit déjeuner, on va dire à 45 minutes avant l'entraînement, on se pose dans la salle vidéo et on va donner ça peut faire 2 minutes comme ça peut faire 5-6 minutes. Donc en gros, il y a un quart d'heure de réunion sur un thème précis vis-à-vis de l'adversaire. Voilà comment on doit les presser, voilà quel circuit de jeu on va pouvoir sortir pour leur faire, pour créer des décalages. Et donc on préfère découper ça tout au long de la semaine avec ces thèmes-là. Il peut y avoir des réadaptations par rapport à ce que moi j'ai vu parce que je regarde au minimum un des matchs, si ce n'est 2. Et du coup, j'y amène encore ma touche personnelle. Mais j'essaie de faire toujours quelque chose d'assez global au staff technique et que tout le monde soit concerné. Parce que quand vient le match, sur le banc, quand il faut prendre des décisions, je préfère que tout le staff technique ait déjà vu l'adversaire et compris la manière dont il fonctionne pour qu'on prenne les meilleures décisions possibles. S'il n'y a que l'analyse vidéo qui a regardé les 4 matchs et qui est là-haut, et qui doit nous donner les orientations, on va être moins performant, je pense. Donc voilà, il y a cette préparation-là. Et puis il y a le retour vidéo que l'on fait après les matchs, qui est généralement le premier entraînement. Là, on a un retour, encore une fois, 7-8 minutes sur notre performance à nous. On a aussi un rapport de performance propre qui concerne les statistiques, qu'on a recalibré en fonction de notre modèle de jeu. Voilà. Est-ce que notre pressing haut a marché? Est-ce que le jeu entre les lignes que l'on cherche à avoir constamment a été performant au niveau statistique? Donc on essaie d'englober tout ça. Et ça, tu fais une séance de combien? Ça dure? Là, ça peut durer entre 15, ça peut aller jusqu'à 25 minutes en fonction de la quantité de contenu qu'on a proposé. Mais j'essaye de rester au maximum, me rapprocher des 15 minutes parce que c'est le niveau d'attention qui pour moi est encore optimal. Au-delà de ça, on commence à perdre des garçons. Est-ce que tu ouvres sur ce qui a bien marché et tu as une ouverture aussi sur
les problématiques que vous avez eues? Je préfère terminer par ce qui a bien marché et de commencer avec des problématiques au départ. Je trouve la réunion plus performante à la fin quand il y a un message positif qui sort de là. Et de commencer avec les choses un peu plus compliquées au départ. J'aime bien aussi faire intervenir les joueurs de manière à ce qu'eux parlent des situations qu'ils ont vécues et orientent finalement notre réunion. Et au-delà de ça, on a une grosse partie de travail individuel, vu qu'on a plein de garçons qui sont en progression, en développement. On a des groupes WhatsApp avec chacun des joueurs. On va leur balancer des vidéos individuelles. On va les revoir pour certains d'entre eux ensemble pour qu'ils nous expriment finalement leur ressenti. Et donc, il va y avoir aussi un niveau d'analyse de performance individualisé avec les joueurs. Et c'est plus facile de faire passer des messages négatifs ou des critiques par la partie individuelle que par la partie collective. Je ne le fais sur la partie collective, je ne le fais que quand il y a quelque chose qui va vraiment à l'encontre des valeurs fondamentales. Un manque d'effort, une gestion tactique qui va vraiment au détriment du collectif. Là, je vais peut-être les mettre en avant, mais tout ce qui est critique pure d'erreur ou de ballon raté, je le fais plutôt en individuel avec le joueur. Tu nous as expliqué, il y a 5 jours d'entraînement, 2 fois le J4, 2 fois J2, le travail vidéo, et tu as évoqué un truc qui peut être intéressant, c'est comment tu quantifies les effets de la charge mentale qui va arriver, qui peut arriver. Est-ce qu'il y a un marqueur pour ça ou pas? Oui, on a un marqueur qui concerne vraiment la vie de groupe, l'épanouissement personnel, l'harmonie avec les proches, la qualité du sommeil, la fatigue. En fait, dès qu'on voit des éléments dérivés sur des temps plus longs, parce que c'est vrai qu'on peut mal dormir une journée sans que ça impacte fondamentalement notre qualité de travail. On peut avoir une difficulté à un moment donné sur 24 heures au niveau familial, mais encore une fois, qui ne dérive pas. À partir du moment où on identifie des choses qui vont dériver sur plusieurs jours, là on s'y inquiète et ça nous permet d'ouvrir la communication avec le joueur ou les joueurs et de pouvoir recalibrer derrière. Tu as perdu cette année? On a perdu une fois à Valenciennes. Oui. Vous avez perdu? C'est là où vous avez commencé la série. Oui, de succès et de matchs sans défaite. Comment tu l'as amené justement pour pouvoir changer quelque chose? La réaction après cette défaite, et est-ce que tu as changé des choses? Ou tu as continué sur le même discours? Non, j'ai continué sur le même discours parce qu'encore une fois, finalement, ce qu'on voyait dans le jeu, ce qu'on ressentait et aussi l'appui des statistiques nous montrait qu'on était probablement dans le bon chemin. Et que si on suivait cette direction-là, à un moment donné, les choses basculeraient dans notre sens. Donc j'ai eu plutôt un discours positif, parce qu'à Valenciennes, le match qu'on perd, c'est un match que si on doit rejouer 10 fois, je pense qu'on le gagne souvent. Mais ça a été aussi un moment clé pour dire aux joueurs et au groupe, faire des bonnes choses dans le contenu, c'est une partie de la réponse, mais tant que ça ne se concrétise pas sur les résultats, on sort de là avec une grosse frustration. Donc il faut passer encore un cap au niveau mental dans ce côté pragmatique. Le contenu, ça doit amener la victoire, mais si ça ne l'amène pas, il manque encore un petit truc. Et je pense qu'il y a peut-être un petit déclic qui a été créé dans ce match-là, dans le sens où maintenant on va faire ces contenus-là, mais par contre on va y rajouter un côté pragmatique. On appelle ça souvent un petit peu le côté tueur. Les entraîneurs aiment bien parler de ça. Mais je pense qu'il y a une réalité. Elle n'est pas facile à cerner de ce que c'est, mais c'est vraiment un côté compétiteur où je vais tout faire absolument pour l'emporter. Comment tu fais justement pour passer d'une équipe avec des joueurs qui ne sont pas dans ce registre-là et tout d'un coup leur créer cette capacité à se dire être tueur, ça veut dire quelque chose? Et comment on le crée? Mais en fait, je pense qu'on a un avantage, c'est qu'on a quand même quelques garçons dans le groupe qui sont comme ça et qui ont vécu des montées et qui savent ce que c'est gagner, même quand tout n'est pas aligné, même quand il y a des journées difficiles, gagner dans des contextes compliqués, gagner sur des mauvais terrains, gagner quand on est derrière au score. On en a quelques-uns, des joueurs comme ça. Je parle notamment de Walid El Hadjam, par exemple, qui a vécu plusieurs montées, qui a déjà vécu ça. Donc, par leur biais, c'est plus facile de transférer ces éléments-là. Et puis, c'est aussi de créer une ambition dans le groupe. C'est de dire, mais qu'est-ce qu'on veut faire de cette saison-là? Où est-ce qu'on veut aller? Quels sont nos objectifs? Et si on travaille autant dans la semaine,
il faut qu'il y ait une répercussion, parce que sinon on fait ce travail pour rien. Donc autant sur le match aller au maximum de notre potentiel et jouer libéré. Mais je pense que le cœur de tout ça, ça se crée à l'entraînement. Ça se crée dans les jeux à l'entraînement, ça se crée en compétition les uns face aux autres. C'est créer, installer une mentalité où la victoire est très très importante. Et je pense que ça part dans l'entraînement. Si on ne l'a pas à l'entraînement, c'est dur de l'avoir en match. On entend souvent dire que, par les joueurs français, et alors les entraîneurs aussi, quand ils sont à l'étranger, ils ont l'impression que l'entraînement, l'esprit de compétition, il est plus développé ailleurs qu'en France. Est-ce que tu as senti la même chose? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. J'ai eu l'impression que le joueur français, les entraîneurs français, le football français est très compétiteur. J'ai l'impression que l'envie de gagner est présente constamment, que les ambitions sont hautes. J'ai pas ce sentiment-là. Comme je l'ai dit vis-à-vis des entraîneurs français, c'est des grands stratèges qui se préparent constamment à gagner. Je pense que c'est historique ou culturel d'avoir cette capacité de répondre à cette demande, mais moi je ne trouve pas qu'il y ait un modèle qui soit peu compétitif. Je pense au contraire que c'est un pays qui cherche constamment à gagner et des joueurs qui sont tirés vers ça. Après, peut-être qu'ils ne savent pas constamment comment le faire et l'amener, mais dans la réflexion de base, je pense que ça existe. Est-ce que tu as, toi qui as un peu circulé à l'étranger, est-ce que tu peux expliquer que les clubs français, dans les Coupes d'Europe, à part Paris et quelques-uns, dans les coupes, j'appelle ça les sous-coupes, on n'ait jamais été réellement performant depuis 10 ans. On a cet esprit de compétition, tu le dis, à l'entraînement, mais ça ne se concrétise pas dans les résultats. Tu as une explication vue de l'extérieur? C'est dur d'avoir cette explication-là sans avoir un regard vraiment critique, mais je dirais que je pense qu'il y a en termes d'intensité de match et dans des matchs peut-être plus débridés, il y a une capacité à l'étranger plus facile de gérer des matchs un petit peu plus dynamiques. Je pense qu'en France, il y a ce côté stratégique qui se confrontent et qui finalement peuvent s'annuler un petit peu ou s'équilibrer un peu. À l'étranger, il y a parfois, et il y a des championnats, je l'ai vécu en Belgique notamment, où c'est beaucoup plus ouvert, dynamique. Et en fait, on va se cogner jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe, sans trop réfléchir et sans trop prendre de précautions. Et du coup, je pense que dans les championnats, dans les coupes européennes, il y a parfois ou souvent même des matchs qui rentrent dans ce registre-là et que peut-être cette capacité de répondre à un match un peu plus chaotique est moins présente dans les clubs français ou dans les rencontres que les clubs français jouent. Donc peut-être un début d'explication, mais c'est dur. C'est dur d'avoir parce que dans les coupes européennes, comme on arrive à des moments d'élimination directe, finalement, c'est très compliqué de savoir quel est le fondement peut-être d'une non-réussite dans ces éléments-là. C'est dur de prévoir de gagner une Ligue des Champions, c'est dur de prévoir de gagner une Europa League. C'est tellement aléatoire. Ça se joue généralement sur un ou deux matchs dans la saison. Non, mais on est d'accord, mais quand tu compares certains clubs, je veux dire ou pays moyens, les Portugais, qui arrivent toujours à se hisser dans les Coupes d'Europe et à aller beaucoup plus loin que nous. Donc il y a quelque chose dans le travail, la motivation. C'est pour ça que ton regard de quelqu'un qui a voyagé un petit peu peut être intéressant. Oui, après il y a aussi beaucoup de clubs en France qui misent sur beaucoup de jeunes. C'est un des pays les plus formateurs. Et on se rend compte qu'arriver dans les compétitions, la notion de maturité et d'expérience, elle est importante. Et il y a beaucoup de clubs français qui arrivent avec un paquet de jeunes dans ces matchs-là. Et qu'ils y gagnent de l'expérience, mais peut-être au détriment d'un résultat immédiat. En Italie, la moyenne d'âge des équipes qui gagnent des titres et qui vont loin dans les coupes européennes, je pense qu'elle se rapproche de la trentaine. C'est peut-être moins le cas en France. On a des contre-exemples quand tu prends le Barça
avec Xavi, Pedri Oui. et toute la clique. Oui, ok. Voilà, Ça, c'est sûr. ils les font jouer. Mais c'est un bon passage. Je veux dire, tu es dans un club ici, au Havre, qui est un club formateur. Comment tu te projettes quand on arrive dans un club formateur, on sait qu'on va former des joueurs, qu'on va les perdre et qu'il va falloir en former d'autres. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Comment toi, déjà, tu arrives à le mettre en place? Il faut avoir constamment la réflexion qu'il y a ce modèle économique qui existe et donc il faut travailler sur le court terme tout en prévoyant les éléments long terme. Donc il faut, et c'est peut-être le sens où on doit aller en tant que club, c'est qu'on travaille sur le court terme avec nos jeunes de grande qualité, mais qu'on puisse les garder suffisamment longtemps pour qu'ils nous fassent gagner d'abord, avant de partir. Ça a parfois été le cas ici où tu joues 10, 12, 15 matchs et puis tu es déjà parti. Je prends le cas d'Isaac Touré par exemple qui est parti à l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il n'a pas fait une vingtaine de titularisations au Havre, il est déjà parti. Donc ça c'est un défi pour nous, c'est d'avoir les reins suffisamment solides financièrement pour pouvoir garder ces jeunes un peu plus longtemps. Mais c'est constamment en inclure des nouveaux, être attentif à ce qui se fait à la Cave Verte, donc notre centre de formation, avoir des vraies relations avec notre centre de formation et les éducateurs et les formateurs pour avoir une continuité. Avoir une continuité sur les principes de jeu, les principes de fonctionnement, pour avoir une inclusion plus facile de tous nos jeunes. Il ne faut surtout pas avoir cette frustration qu'on peut avoir les entraîneurs parfois où on arrive juste au moment où ça se passe bien et puis le garçon s'en va. On aurait aimé le garder plus longtemps. Il faut effacer cette frustration à partir du moment où on sait que c'est le modèle économique et le modèle du club. Donc voilà, il faut jongler avec ça. On sait qu'il y a des délais plus courts pour ramener les joueurs à être très performants très rapidement. Donc du coup, il faut qu'on les entoure de cette analyse de la performance constamment. Au niveau data, au niveau vidéo, d'avoir un suivi individuel, d'avoir des suivis sur les marqueurs, d'avoir beaucoup de gens dans mon staff qui soient capables d'aller communiquer avec le garçon. Pour peut-être accélérer encore un petit peu ce processus pour qu'il soit performant très rapidement, parce qu'on souhaite avoir dans notre 11 de départ 4-5 jeunes de 20 ans, 19 ans qui soient titulaires et qui puissent gagner des matchs. Parce que c'est ça l'important, c'est que faire jouer des jeunes c'est bien, mais il faut que ça gagne. Si on ne gagne pas, le modèle il ne va pas fonctionner très longtemps. Est-ce qu'il y a une culture havraise du jeu? Est-ce que toi tu as imposé quelque chose? Est-ce que tu mets dans toutes les équipes une manière de fonctionner et de jouer? Pour moi, un des critères clés, c'est un club qui a été fondé par des étudiants qui sont revenus de Cambridge et d'Oxford. Donc il y a une culture anglo-saxonne et une proximité avec l'intensité du football anglo-saxon. Donc c'est peut-être un truc en termes d'identité qu'on a tout de suite mis en place, c'est il faut qu'on joue comme si on était en première ligue, au niveau de l'intensité, au niveau du pressing, de ne pas laisser du temps à l'adversaire, d'avoir une agressivité de haut niveau par rapport à ça. C'est marqué. L'autre partie marquée, c'est la formation, le développement, la jeunesse. La jeunesse qui a une grosse solidarité. Il y a vraiment un ancrage au niveau de la KV dans la formation. On a même un poster là où on a marqué Made in KV et on a mis tous les joueurs du groupe aujourd'hui qui sont passés par le centre de formation. Il y a cette notion de famille qui sortent finalement d'un même moule. Donc on a ces deux éléments très marqués, un élément effort, travail, grosse intensité, et puis un élément jeunesse qui fleurit, qui amène toute la créativité, la liberté un petit peu dans le jeu. C'est deux pôles pour nous qui sont vraiment importants. Et puis après, on essaie de faire des choses avec ballon les plus cohérentes possibles, mais ce n'est pas fondamentalement le socle de l'identité havraise. Oui, non, je veux dire, il n'y a pas d'organisation comme l'Ajax, c'est 4-3-3, et c'est immuable, et c'est toutes les équipes qui jouent dans comme ce ça. sens-là. Alors à la KV, oui, c'est clair, le 4-3-3 est posé depuis très longtemps. Toutes les équipes jouent de la même manière vis-à-vis de ça. Moi, je suis arrivé avec un 4-3-3 ici, non pas trop par rapport à ça, mais par rapport simplement aux qualités de l'effectif et aux positions et aux profils que nous avions dans l'effectif. On s'est orienté plutôt vis-à-vis de ça. Mais finalement, ça s'adapte assez bien entre les deux. Quand on est entraîneur d'un club comme ça, je vais parler de toi personnellement, on sait que l'échéance est montée et que l'année suivante sera compliquée. Comment tu vis ça? Parce qu'on a des exemples précis, là, les années précédentes, tous ceux qui sont montés
En général, on fait 6 mois ou 3 mois. Je veux dire, est-ce que c'est un élément? Pour moi, non, il Non. faut voir chaque chose en son temps. Voilà, il nous reste encore la moitié du championnat à accomplir. D'abord, réussir cet objectif et essayer de monter, Ouais. ce qui n'est pas Ouais, du tout d'accord. garanti pour l'instant. Et une fois qu'on sera dans ce schéma-là, je sais qu'en amont, il y a la direction, notamment Mathieu Bodmer et ses bras droits, ses adjoints, ses assistants qui préparent la suite. Mais moi, ça doit être plus court-termiste que ça. Je dois regarder sur l'objectif d'ici la fin de saison et puis installer suffisamment de certitude dans nos principes, notre modèle de jeu, la manière dont on fonctionne au quotidien, l'organisation de la semaine, pour que ces modèles-là soient fonctionnels et tangibles, même si on passe un cran au-dessus. Et c'est finalement poser des exigences Ligue 1 aujourd'hui pour ne pas être surpris et ne pas être dans une situation critique ou d'urgence si jamais on arrive à monter. Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec ces critères de fonctionnement assez hauts aujourd'hui. J'ai fait le tour de. Une question justement sur ça. Qu'est-ce que vous changeriez si vous passez en Ligue 1, justement, dans votre entraînement ou dans vos coachings? Fondamentalement, pas grand-chose aujourd'hui. C'est pour ça qu'on essaie de travailler autant dans la semaine. C'est pour ça qu'on a aussi monté un staff le plus compétent possible et assez large finalement pour une Oui. Ligue 2, parce que j'ai 2 adjoints, j'ai un analyste vidéo, l'analyse data qui est en place. On a une ressource extérieure aussi au niveau de l'analyse data. On a 2 plateformes de traitement des données. On a un responsable performance et un préparateur athlétique. Donc on est plutôt bien armé aujourd'hui. Est-ce que vous avez un psy? On y travaille. C'est un domaine dans lequel on veut absolument évoluer. On a déjà rencontré 4 personnes. On va dans une échéance à court terme trouver une personne Un qui psy va ou un préparateur oui, mental? quelqu'un qui vient Ouais. nous aider à prendre les bonnes décisions et pouvoir au niveau individuel aussi adapter le travail avec les joueurs. Il y a des joueurs qui ont fait la demande, qui ont besoin de ça. Donc on veut absolument offrir cette arme supplémentaire. On travaille aussi à trouver quelqu'un au niveau de la nutrition pour avoir des experts. Mais voilà, on cherche à toucher tous les domaines de la performance possible et ça nous permettrait effectivement de créer suffisamment de couches de travail pour qu'on ne soit pas trop surpris si jamais on arrive à monter en Ligue 1. Vous n'avez jamais été aussi bien placé. Jamais aussi. Non, mais c'est une bonne base de départ. Mais comme on a un groupe jeune, que les calendriers sont difficiles, c'est tout le danger d'avoir ces discours. Tout va bien, tout est beau. Les journalistes nous le disent sans arrêt. Qu'est-ce qui peut vous arriver? C'est mal connaître le football de dire que rien ne peut vous arriver. On parlait des psys, mais toi tu l'as orienté sur les joueurs. Et moi je demande toujours aux entraîneurs, et toi, comment tu te fais aider? Alors, d'abord, pour moi, c'est important, c'est d'avoir un socle familial, une vie privée qui soit en ordre, où je me sente épanoui. Et c'est vrai que sortir du cadre du travail pour aller à la maison et avoir une paix sur place, c'est extrêmement important. De l'autre côté, j'avais l'avantage, encore il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, mon papa me soutenait beaucoup, on discutait beaucoup. Il est malheureusement décédé il y a un petit peu plus de 2 ans. C'était pour moi un socle assez important dans la capacité de prendre du recul. Là aujourd'hui où je suis plutôt bien, c'est que j'ai une bonne relation avec mon directeur sportif Mathieu Bodmer. Il a un regard très apaisé sur les situations, un vécu extraordinaire de joueurs. Et donc on a des échanges qui me permettent d'enlever un petit peu de pression et d'enlever un petit peu tout stress du quotidien. Mais le plus gros avantage pour moi, c'est la qualité de mon staff. C'est le plaisir et le bien-être que je ressens au quotidien avec les gens dans le bureau, avec mes adjoints, avec Nico Douchez, avec tous les gens qui composent mon staff. On a vraiment cette capacité aujourd'hui à vraiment prendre du bon temps ensemble, à rigoler beaucoup, à venir le matin et être très content d'être ensemble. Et puis quand le travail doit être fait, d'être au plus haut niveau d'exigence. Mais pour moi aujourd'hui, la qualité de mon staff me permet moi d'être très calme et confiant pour la suite. Serein. On le voit ce matin, puisque tu as laissé
les joueurs partir pour aller à l'entraînement Tout seul. avec les préparateurs Oui. athlétiques. Ça prouve que c'est une confiance totale. Est-ce que c'est toi qui les as choisis? En partie moi, en partie Mathieu Baudemer. Certains ont travaillé déjà avec moi, certains connaissaient Mathieu Baudemer avant. Donc on a fait vraiment un choix sur les critères humains et sur les critères de compétences. Et aujourd'hui, on a récupéré les deux. On a des garçons des entraîneurs et des membres du staff qui sont absolument orientés vers la réussite du club, la réussite de l'équipe. Ils mettent ça en avant d'abord, avant leur propre ego. Et puis des valeurs humaines qui sont géniales, de l'humilité, la nécessité, la volonté de travailler au maximum. Et puis tout le monde est concerné par l'avancée de l'équipe et ça c'est top. Est-ce que toi tu as des temps morts? Ça m'arrive un petit peu, notamment quand je suis à la maison, quand je m'occupe de ma fille, quand je vais faire quelques balades en famille. J'arrive à me trouver des moments, au moins une fois tous les 10 jours, où on va faire quelque chose de complètement extérieur. Par contre, c'est rare que je passe une journée sans travailler au moins un petit peu sur la suite. Soit au niveau vidéo, soit au niveau organisationnel, soit au niveau des contenus d'entraînement. J'ai très très peu de journées où je coupe vraiment complètement. Sur la charge mentale, tu n'es pas inquiet? Non, parce que j'en ai presque besoin. En fait, je fonctionne comme ça. Si j'ai pas au moins fait quelque chose, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Et du coup, je me sens pas très bien. Donc, si j'ai bossé une heure et demie, j'ai le sentiment que j'ai avancé sur quelque chose et donc je suis plus apaisé et ma journée se passe bien. Mais après, on va pas se mentir, gagner des matchs, être premier au classement, au niveau charge mentale, c'est plutôt facile. Ça libère la charge mentale. C'est facile. Bon, tu as voyagé un petit peu, tu as rencontré des entraîneurs, des cultures différentes. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a marqué plus que d'autres, à part ton grand-père? J'ai rencontré Pochettino, Mauricio Pochettino, quand il était à Tottenham, par le biais d'Hugo Lloris, qui était un de mes amis proches. J'ai passé quelques journées là-bas. J'ai été marqué par la personnalité, sa position vis-à-vis de son staff. Justement, il y avait cette cohésion, connexion maximale avec son staff. Aussi l'ouverture d'esprit vis-à-vis des autres, l'envie d'aider. Et puis la qualité du travail au quotidien. Donc j'avais été marqué par ça, beaucoup. Donc c'est peut-être une des personnalités qui m'avait marqué. L'autre personne, c'est Arsène Wenger, avec qui j'ai eu la possibilité de discuter. C'était juste au téléphone. Mais j'ai trouvé son discours, la facilité par laquelle il réussissait à faire passer des principes simples. C'est pas pour rien que cette notion de professeur, je le trouvais vraiment exceptionnel. J'ai ressenti un truc vraiment spécial au-delà de sa carrière de manière générale. Mais voilà, c'est deux personnalités que je trouve hors norme. Après, il y avait une autre question qui intéresse les gens. Tu as des rituels, tu es superstitieux, tu refais des choses pour toi avant les matchs? Je ne suis pas superstitieux de manière globale. Si je me pose de côté, je m'extrais de ces situations, je ne suis pas superstitieux, à part quand je gagne. Donc du coup, ça veut dire que probablement je le suis un petit peu. Mais oui, non, avant les matchs, j'aime beaucoup la variété, c'est-à-dire que ça ne me dérange pas de changer des choses, même le jour de match. Donc je pense qu'il y a plutôt un avantage de varier les choses, de varier les éléments. Mais par contre, effectivement, à partir du moment où les joueurs sont sortis à l'échauffement, j'ai plutôt tout le temps avoir le même rituel. Je reste un peu isolé. Tu fais quoi? Tu restes dans le vestiaire? Je reste isolé dans le vestiaire. Je regarde probablement un peu de foot, mais juste pour me détourner finalement au niveau du temps. Et puis après, je sors 5-6 minutes avant que les joueurs aient fini l'échauffement. Je sors regarder un petit peu et puis je rentre avec eux. Voilà, c'est le seul moment un petit peu régulé que j'ai. Sinon, tu leur dis plus rien à ce moment-là? Non, après une fois au retour, pendant qu'ils sont en train de se changer pour le match, je remets un petit peu de voix et quelques principes. Mais c'est le seul moment où j'ai un petit peu de superstition. Mais sinon, de manière fondamentale, non. La causerie, tu l'as fait, tu as une heure précise, tu as un moment précis, tu donnes l'équipe quand? L'équipe, elle est déjà vraiment bien en place à 48 heures du match. Et les garçons savent à peu près qui va démarrer. Normalement, si tu fais des séances tactiques, ils devraient savoir. Exactement. Ouais. Donc c'est déjà plus clair.
Je fais la causerie généralement, donc on prépare tout au stade. Je fais la causerie, ça doit être une heure, trois quarts ou 2 heures avant le match. Et après, on descend dans les vestiaires. Mais c'est là où tu confirmes Le 11 de départ. le 11 de départ. Les 18, oui. Et ça dure combien de temps ta causerie? Je pense qu'elle ne dure pas plus de 7 à 10 minutes. Tu le fais sur quoi, l'essentiel? Sur les principes qu'on a déjà travaillé, juste les redire et les remettre en forme. Mais tout le reste se fait sur la partie comment on perçoit le match, quel va être le contexte, quels sont les éléments de stratégie les plus importants, et puis revenir sur les valeurs fondamentales qui nous permettront de gagner, mais très court. T'as pas peur d'une espèce de répétition toutes les semaines, tous les trucs? C'est un des exercices les plus difficiles pour l'entraîneur, c'est de trouver de la variété qui permette de réactiver les joueurs, qu'ils n'aient pas l'impression d'écouter tout le temps la même chose. C'est pas simple. Il faut savoir trouver des accroches différentes, peut-être parfois être un petit peu surprenant, mais c'est un exercice difficile. Je pense qu'il faut vraiment presque prendre des cours de théâtre pour pouvoir gérer les temps forts et les temps faibles dans la causerie, mettre des silences là où il faut pour garder l'attention des joueurs. Mais fondamentalement, en fait, tout ce qu'on a fait avant dans la semaine est plus important pour moi. Et donc si on a tout réussi avant, la causerie en soi n'aura pas un effet ni destructeur, ni euphorique pour eux. Si on a raté ce qu'on a fait avant, le plan de match et les entraînements, la causerie ne sauvera pas grand-chose non plus. Je suis d'accord avec toi. Oui, dans ta vie de joueur, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir vraiment marquant que tu amèneras jusqu'au bout? Celui-là, il est plutôt facile. C'est ma seule sélection nationale en équipe de Slovénie. C'était contre la Suède sur un match amical en été. J'ai été appelé plusieurs fois en sélection, mais j'étais jamais rentré. Et là, je suis rentré en fin de match. Et pour moi, ça a été un accomplissement majeur de partir où j'ai fait une carrière amateur à la base et puis devenir pro et finaliser ça par une sélection nationale. Mon père l'a été également, donc c'était une espèce de continuité. J'ai ressenti une fierté énorme d'avoir porté ce maillot. Donc voilà, et comme c'était très rare, ça a encore plus de valeur au niveau joueur. Au niveau entraîneur, juste ça, oui. T'as gardé le maillot? J'ai gardé. En fait, j'ai échangé mon maillot avec Elmander. C'était celui qui était à Toulouse. Donc c'était un superbe souvenir pour moi. En tant qu'entraîneur, je dois dire que la première victoire en Ligue 1 avec Amiens a une saveur spéciale. C'était un moment exceptionnel. Puis bon, il n'y en a pas eu des masses des victoires avec Amiens, mais la victoire contre Marseille ou le match fantastique contre le PSG, on a fait 4 partout. C'était une rencontre qui me marquera à vie, mais il me reste encore plein de choses à accomplir dans ma carrière d'entraîneur. Oui, à 40 ans, tu n'es qu'au début de la carrière d'entraîneur. Est-ce qu'il existe dans les pays où tu es passé des syndicats et est-ce que tu étais déjà affilié au syndicat? À Chypre aussi? À Chypre, non. J'étais affilié, je suis resté affilié au syndicat slovène parce qu'il pouvait gérer aussi des situations à l'étranger. J'ai toujours été affilié au syndicat des joueurs et entraîneurs professionnels en Slovénie, qui est membre de la FIFPro également. Et je le suis resté aussi également en Belgique et puis en France. Je trouvais ça naturel de faire cette démarche-là, simplement parce que c'est un métier qui est à part entière. C'est aussi une famille assez restreinte de professionnels du sport qui vivent. On vit une histoire particulière, on a une position particulière et on se sent souvent isolé, je pense, dans notre manière de fonctionner, parce que finalement responsable de tout. Donc ça peut être assez pesant et je pense que faire partie d'une famille comme ça au sein d'un syndicat, je trouve que c'est rassurant, apaisant et puis ça permet de se sentir soutenu, proche, tout en ayant ces échanges constamment ouverts et puis renouveler ses connaissances et puis juste faire partie d'un truc. Moi j'aime bien faire partie de certains groupes sociaux, je pense qu'on se sent beaucoup mieux. Sincèrement, je pense que la position de l'entraîneur en France est plutôt bonne, je dirais en termes de protection vis-à-vis d'autres pays. Je pense qu'il y a beaucoup plus de difficultés pour les entraîneurs dans d'autres pays pour être valorisés, protégés. Donc dans ce registre-là, je pense que la position est plutôt bonne.
non, c'est une situation qui est de toute façon précaire à la base par la nature de l'emploi. Donc se dire que ça se passera toujours bien et que tout le monde va être gentil avec nous, c'est une mauvaise vision. Mais pour moi, ce qu'il faut tendre à développer, c'est la relation entre les entraîneurs, les échanges entre les entraîneurs, les apports les uns que l'on peut avoir avec les autres, l'échange de connaissances. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus régulier au niveau des rencontres pour que finalement les entraîneurs se sentent l'envie de partager un maximum les connaissances acquises, les expériences et qu'on ait cette plateforme de pouvoir échanger, parce que c'est vrai qu'on se rencontre avec les entraîneurs de temps en temps au bord des terrains, on a quelques minutes pour échanger. Moi, j'adorerais pouvoir constamment, tous les 10 jours, avoir des échanges avec les professionnels dans ce métier-là et approfondir les connaissances. Mais le fonctionnement de notre métier donne pas beaucoup de temps. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de temps. Et si je te disais, tiens, la semaine prochaine, on organise un séminaire avec tous les entraîneurs. Et caler tous les 20 et caler ceux de Ligue 2, ceux de Ligue 1, non, et essayer d'organiser. C'est clair, la difficulté, elle est là, mais je suis d'accord avec toi. Cet échange et cette connaissance des uns des autres permettrait de mieux fonctionner, exactement, de se sentir lié à une famille. Oui. Ton avenir, tu le vois comment ? Je le vois à très court terme. Je ne fais pas de plan à 5 ans ni à 3 ans. Je vois les 6 prochains mois, les prochains matchs. J'ai perdu l'envie et je pense qu'on n'a pas besoin de trop planifier trop loin en tant qu'entraîneur. Il y a tellement de bouleversements, de chamboulements, de possibilités qui s'ouvrent, qui se referment. Il faut être, je pense en termes de carrière, ne pas voir trop loin pour ne pas avoir des désillusions et ne pas se fermer à des opportunités. Quand tu as commencé à être entraîneur, tu n'avais pas un rêve, un souhait en te disant j'aimerais bien entraîner ce club-là? Ah bah si, mais voilà, c'est bête de le dire, mais j'ai passé 20 ans à Nice, j'ai été supporter du club depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé à marcher et à comprendre le foot à l'OGC Nice, donc oui, ça serait sympa de terminer la boucle, mais dans un bon paquet d'années quand je serai prêt. Terminer, ouais, c'est pas. Ou en tout cas d'y passer. C'est pas d'y passer, c'est de se dire à un moment. Il y en a. Moi, je sais quand j'étais gamin, si on m'avait dit être entraîneur, il n'y a que Barcelone. Mais... Parce que j'étais né là-bas. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu. C'est logique. En tout cas, merci. C'était intéressant. C'était même si en fait la conclusion, c'est que au départ, j'étais venu pour voir un entraîneur étranger, savoir comment il fonctionnait, et que finalement tu es aussi français que les Français. Tu as des étrangers, à part que tu parles plus de langues, et que tu as un peu circulé, tu es d'une culture française totale. Je pense, oui, le football français m'a vraiment façonné. Eh ben, merci à toi, et puis je te souhaite, tu sais à l'arrivée, que vous soyez à la même place dans quelques mois. Restons-y, oui. Merci beaucoup. À bientôt. Avec plaisir.